8h30, 8h30, Anaïs Guénaud-Pascal. Et aujourd'hui, on a la volée. Je suis très heureuse de recevoir Nicolas Mirkovic en chair et en os. On est souvent à distance. Je suis très heureuse de vous recevoir ici en studio. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Clémence. Alors je rappelle que vous êtes d'abord diplômé de la European Business School, auteur de plusieurs livres pour lesquels on vous avait déjà reçu: Martyrs du Kosovo aux éditions France Empire, Bienvenue au Kosovo aux éditions du Rocher, Le choc ukrainien chez Publish Room, et vous étiez déjà venu présenter ce livre, L'Amérique Empire, aux éditions Temporis. Vous sortez aujourd'hui, vous publiez finalement la version augmentée, mise à jour, c'est ça? Donc, quelles sont les nouveautés depuis la dernière publication de ce livre? C'est surtout ce que Joe Biden a fait, voilà, exactement. C'est la suite, donc les chiffres ont été mis à jour. Les chiffres de pauvreté, malheureusement, ne sont pas meilleurs. Les chiffres de l'endettement ne sont pas meilleurs. Donc ça, c'est mis à jour. Mais surtout, qu'est-ce qu'a fait Joe Biden? On se souvient que l'arrivée de Trump, c'était vraiment l'arrivée d'un chien dans un jeu de quilles. On nous avait tous dit que les US allaient s'effondrer, que ça allait être la dictature. On a vu que c'était pas du tout ça, que Trump a dû passer la plupart de son temps à se battre contre son administration, à se défendre contre les médias qui n'arrêtaient pas de le calomnier. Biden était arrivé. Comment est-ce qu'il allait réconcilier les Américains? Qu'allait-il faire au niveau international? Et comme on est un peu dans un accélérateur de temps, on vit une période assez dingue au niveau géopolitique en ce moment, j'ai voulu rajouter un chapitre assez important sur ce que Biden a fait ces 4 dernières années et quels sont les éléments qu'on doit prendre en considération pour cette campagne présidentielle américaine qui arrive en 2024 et qui va être vraiment passionnante, qui va être complètement folle. Oui, alors on va revenir évidemment sur toute cette histoire, sur les dernières aventures entre guillemets de l'Empire américain, mais puisque votre livre retrace toute l'histoire de cet Empire américain et peut-être même le mal originel en fait que vous expliquez dès le début, on va y revenir. Mais avant, je voudrais commencer par une citation pour dire, bah oui, l'Amérique, les États-Unis, c'est magnifique, c'est la country d'Elvis Presley, c'est la voix de Louis Armstrong, c'est les Rocheuses, c'est tout ça. Mais n'oublions pas également, dites-vous, que ce fut cette terre de la sécession, puis de la ségrégation, que ce fut donc un peuple génocidaire. N'oublions pas que les 2 seules bombes atomiques qui furent larguées sur le sol de notre terre dans le but de tuer des civils le furent d'un avion états-unien. C'est vrai que c'est toujours bien de le rappeler parce que tous les jours on nous dit attention, Vladimir Poutine est un fou furieux, il va balancer une bombe nucléaire, mais rappelons qui sont les seuls qui pour le moment ont balancé ces bombes. Cette Amérique est celle de la guerre du Vietnam, des millions de morts, celle de la guerre en Irak à la recherche d'armes de destruction massive fictives, rappelez-vous, et vous continuez comme ça. Il y a toute évidemment une litanie, on va dire, des faits d'armes qui ne sont pas forcément très glorieux des Américains, et c'est aussi ça que je voudrais qu'on rappelle aujourd'hui pour mieux comprendre aujourd'hui ce qui se passe sur notre au niveau mondial d'ailleurs, parce qu'évidemment, mieux comprendre ce qui se passe au niveau américain, c'est un peu comprendre ce qui se passe au niveau mondial. Mais pour commencer, donc, je voudrais aller dans ce mal, la cause que vous décrivez, vous, de cette, on va dire, de ce complexe américain. Vous dites finalement les Américains, l'Amérique a renoncé à exercer sa puissance, potestas. Elle a connu un déficit de grandeur, majestas, qui s'est traduit par une perte de souveraineté, auctoritas. Et d'après vous, en fait, c'est un peu ça qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à cet empire américain. L'empire s'essouffle, comme tous les empires. Alors, il ne faut pas vendre la peau de la bête avant de l'avoir tuée. Les États-Unis ont montré qu'à travers des grandes crises, ils ont eu une guerre de sécession avec 600 000 morts. Il y a eu la grande crise de 29, la première guerre, la deuxième guerre mondiale. Donc, ils ont réussi à s'en sortir. Dans les années 70, tout le monde disait que le Japon et l'Europe allaient dépasser les États-Unis. Et ils ont encore réussi à s'en sortir malgré la fin des accords de Bretton Woods. Donc, ils ont une capacité de résilience assez importante. Sauf que ce qui change aujourd'hui, c'est que les Américains sont très divisés entre eux. Il y a 2 Amériques. Avant, par la manipulation, par le mensonge, les présidents, les chefs d'État américains réussissaient à rallier l'ensemble du peuple américain derrière le panache d'une cause étrangère, aller intervenir en Europe pour défendre la démocratie, par 2 fois, arriver en Asie pour lutter contre le totalitarisme. Ils ont réussi à faire ça dans le passé, sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus d'Américains se rendent compte, on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui que l'on avait jadis, et ils se rendent compte que c'est faux. Les Américains sont divisés, ils sont de plus en plus affaiblis. Ils sont eux-mêmes, ils vivent sur la dette. Il ne faut pas oublier que la petite entourloupe de décorrélation du dollar à la quantité d'or et l'impression massive de dollars de la planche à billets, financée par le reste du monde. On paye beaucoup de choses, les hydrocarbures, les gaz en dollars. En faisant ça, on est en train... Un peu moins maintenant. De moins en moins. Une tendance vers le... Oui. Exactement, mais on a fait crédit pendant des années aux États-Unis. Qui ont vécu sur le fait que nous achetions en dollars. Ils ont fait prospérer leur propre économie. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec une dette consolidée publique et privée de plus de 90 000 milliards de dollars à un moment où d'autres pays disent
stop, nous ne voulons plus de l'hégémonie américaine, nous voulons être indépendants, on ne veut plus dépenser en dollars, on ne veut plus être tributaire, parce que vous savez que le problème, c'est qu'avec l'extraterritorialité du droit américain, oui. Si vous faites du commerce en dollars, vous êtes assujetti au droit américain. Le Cloud Act, ouais. Si vous rédigez un email, mais sachez-le, hein, vous rédigez un email, il passe par un serveur américain, oui. Vous êtes assujetti au droit américain. Oui. C'est comme ça que des banques françaises comme la BNP, Crédit Agricole, Société Générale, des sociétés allemandes comme Siemens ont eu des amendes pour des actes qui n'étaient pas toujours des infractions au droit international. En tout cas, ils n'avaient pas été condamnés dans le cadre du droit international. Mais les Américains, eux, ont réussi à les condamner et à faire payer des amendes terribles. Parce qu'ils disaient, attention, votre filiale a fait une transaction avec un pays. C'est des moyens de chantage colossaux également des Américains qui savent très bien qu'ils peuvent lancer une procédure judiciaire à n'importe quel moment contre ces entreprises pour faire pression, par exemple contre un rachat par un autre pays quand ils voulaient vendre, exactement. Que ce soit vendu de leur côté. Quoi. Exactement. Et donc les pays ont peur de ça. Et non, on n'en parle pas toujours. Ça a coûté des milliards d'euros à la France, à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Dans le monde entier, c'est la même pratique. Et des pays n'en peuvent plus. Ils nous disent, nous, on n'en veut pas de ça. Parce qu'en gros, c'est pas un traité d'égal à égal, il y a un hégémon, les États-Unis décident et les autres doivent obtempérer. Et dans ce contexte d'Américains divisés entre eux, de surendettement et d'une partie du monde qui dit je veux ma part du gâteau maintenant et je ne veux surtout pas dépendre des États-Unis, eh bien on voit que Biden arrive à un moment qui est très très compliqué pour les États-Unis. Mais on va aller, vous citiez justement ces mensonges et vous dites pendant un moment, en tout cas ces mensonges ont fonctionné. Il y avait malgré tout un peuple derrière une cause. Avant de citer ces mensonges et de revenir sur quelques extraits justement forts, hein, on voit ces mensonges aux yeux de tous. On se demande comment pendant si longtemps même les pays étrangers ont accepté justement cette mainmise, cet hégémon américain. Deux choses. D'abord, il y a une part de servitude volontaire, hein, comme disait la Boétie, mais au niveau des États. C'est-à-dire que les États-Unis ont vraiment réussi une campagne d'influence, de soft power, de séduction de nos élites, qui ont vraiment cru, notamment en France, que les États-Unis seraient un des meilleurs défenseurs de notre souveraineté que nous le serions nous-mêmes. Ce qui est catastrophique. Ils ont cru ou ils ont été infiltrés et finalement c'est une sorte de soft power, on le sait, hein, depuis la construction de l'Europe, le général de Gaulle luttait déjà contre cette espèce de lobbying américain. C'est les deux. Il y a une part de servitude volontaire où vraiment des personnes le pensaient, de bonne foi se sont dit oui, il faut rentrer dans l'OTAN, oui, il faut soutenir les États-Unis parce que la défense des États-Unis et des valeurs américaines, c'est la défense de nos valeurs. Donc des personnes qui volontairement l'ont fait. Et puis il y a eu beaucoup de personnes qui ont été achetées, corrompues, travaillées, infiltrées. On va dire, les Américains n'ont pas hésité à faire du chantage non plus sur des personnes et qui ont servi les États-Unis. Dans les années 60, le général de Gaulle dit déjà que le grand problème pour nous Français, c'est l'impérialisme américain. Tout à fait. Et il part du snobisme bourgeois français, anglo-saxon, qui est plus anglo-saxon qu'il est français. Ça, c'est déjà dans les années 60. Donc vous pouvez imaginer quelques 60 ans plus tard, avec tout le soft power, avec les médias, les films, les séries, la musique, tout ça. Et puis avec la fin de la digue du général de Gaulle, parce que lui tenait la digue. Mais à partir du moment où il est parti, la digue a commencé à flancher. Elle s'est écroulée. Il a été remplacé par un banquier Rothschild et ça s'est terminé là. La droite a perdu ce qu'elle avait de gaulliste, de gaullien. Elle était elle-même américaine. C'est Sarkozy qui lui-même réintègre la France dans le commandement, dans le commandement intégré de l'OTAN et la pensée souverainiste disparaît malheureusement avec De Gaulle au niveau de l'État. Maintenant, il ne faut pas désespérer, elle peut revenir un jour. On va y revenir évidemment à tout ça. Alors, on va évoquer justement cette série de mensonges parce qu'il y en a eu un paquet quand même de mensonges américains pour étendre justement cette mainmise américaine à l'étranger. Aujourd'hui, à chaque fois, ces mensonges, on sait qu'ils sont faux. Malgré tout, j'ai l'impression, et ça va être la question qu'on va se poser après, que ça peut continuer, que ça continue et que, mine de rien, comme si on n'avait pas de mémoire, on oublie à chaque fois. Et donc, pour qu'on se remémore ces moments fondamentaux, je pense, de l'histoire de la géopolitique de ces 50 dernières années, je vous propose qu'on regarde quelques extraits. On va commencer par cette fameuse histoire des charniers de Timisoara. Donc, en 89, peut-être vous pouvez nous raconter un peu les charniers de Timisoara. En 89, tout d'un coup, on est dans la fin de l'ère communiste. En Roumanie, on commence à parler de révolution contre Ceausescu, le dictateur, le despote. Alors certainement, Ceausescu n'était pas un enfant de cœur, mais on nous présente des événements en Occident, en tout cas dans l'Europe de l'Ouest, comme un soulèvement populaire, et il nous dit attention, il y a un soulèvement et il y a des charniers parce que le pouvoir ne veut pas d'expression démocratique et ne veut pas d'expression populaire. Et donc il extermine tout le monde. Extermine. Et on nous parle
des charniers de Timișoara. On nous dit que des milliers de personnes sont tuées. Alors, on c'est va terrible. entendre l'ancien procureur, justement, alors on voit la traduction en direct, qui explique que finalement, ces personnes-là qui ont été retrouvées dans ces tombes, enfin dans ces charniers, étaient morts avant, entre guillemets, avant d'être tués. Ils étaient bien morts avant, ils ont été déplacés seulement. En fait. C'était une manipulation. C'était une manipulation, c'est un outil de conditionnement qui est utilisé par les atlantistes depuis très longtemps pour nous forcer à penser quelque chose qui est faux. L'idée, c'était quoi? C'était de faire tomber Ceausescu, mais en montant. Oui. En mentant, et donc on nous a montré ces images. Alors, évidemment, qui a menti là alors? Qui a fait cette manipulation? Alors d'abord, l'État laisse faire, ça c'est certain, donc c'était les responsables politiques de l'époque et les médias de l'époque, où il n'y avait pas de journalistes sur place. Où étaient les journalistes sur place qui auraient dû dire, attendez, moi je suis sur place, je suis à Timișoara, je suis désolé, j'ai pas vu ces assassinats de personnes dans la rue, soyons un peu sceptiques, regardons. Il n'y avait pas cette approche, et tout de suite les journalistes relayent, non seulement en France, en Europe, mais dans l'ensemble du monde atlantiste. Oui, il y a un charnier, la même information, les mêmes images. Là, par exemple, est-ce que là ça servait les intérêts américains sur ce mensonge? Oui, bien sûr, parce que les Américains voulaient détricoter tout le bloc communiste. Ils voulaient mais pas pour des raisons idéologiques. C'est ça, c'est là où on se trompe. On pense que les États-Unis défendent la liberté d'expression, défendent nos valeurs. Ouais, bloc contre bloc. Oui. Exactement. Là, ce qu'ils veulent, c'est ce que dit Elliot Cohen, qui est un néoconservateur américain, même c'est cynique, il dit pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont fichés du communisme ou du nazisme. Ce qu'ils ne voulaient pas perdre, c'était leur pouvoir, enfin leur influence sur le territoire européen. C'est la même chose. L'intérêt des Américains n'est pas du tout le bonheur des Roumains. Il est de s'assurer que la Roumanie ne soit plus un allié de l'URSS, que la Roumanie ne soit plus un pays qui est fermé au commerce américain, parce que c'est ça ce qui pilote la conduite atlantiste, la conduite américaine. Et si on pouvait faire tomber un pouvoir qui n'était pas allié sur la stratégie américaine, qui n'était pas ouverte au commerce américain, eh bien ils sont prêts à inventer n'importe quoi ou à fermer les yeux sur des mensonges comme on l'a vu ici. À cette époque-là, les politiciens français, tous se ruent sur cette fake news. Mais ils le savaient ou pas, à votre avis? Les Américains, par exemple, savaient que c'était une fake news, entre guillemets? À un certain niveau, oui, bien sûr. Mais le reste de la population, non, c'est pas. Et je pense que beaucoup de journalistes ont parlé de ça, comme ils étaient convaincus. Vous savez, à cette époque-là, on était à des années-lumière de penser aussi, beaucoup de personnes, et moi le premier, que les médias pouvaient mentir. On s'est dit, il y a tellement de médias, il y a tellement de sources que si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Or, c'est pas le cas. Après, les médias arrivés sur place une fois le ménage, entre guillemets, ou l'organisation faite, c'est vrai qu'on peut se dire qu'ils pouvaient sincèrement y croire. Oui, bien sûr, dans toute sincérité, ils étaient sincères, moi je pense. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir les médias aujourd'hui qui, eux, pour le coup, parfois font même des mises en scène. Mais on y reviendra après, parce qu'on va arriver au temps moderne. Mais continuons un peu justement dans cette historique, on va dire, du jeu joué par les Américains, notamment dans cette guerre pour l'influence, finalement. Puisque vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, rapidement, j'aimerais bien aussi qu'on s'y arrête. Évidemment, nous, on avait reçu Eric Branca pour son livre L'ami américain. Peut-être rappeler, en effet, vous disiez, l'intérêt des Américains, encore une fois, là, ils ont défendu d'abord leur intérêt et pas celui de la victoire de l'Europe contre le nazisme. Mais d'ailleurs, c'est même l'inverse, parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à réfléchir comment peut-être installer le régime de Vichy en France plutôt que De Gaulle. Mussolini arrive au pouvoir en 22, Hitler en 33. On n'a pas vu de sanctions américaines très fortes, on n'a pas vu de guerre contre le fascisme ou le nazisme. Les Américains débarquent en Normandie en 44, à la fin de la guerre. Pourquoi? Alors même s'ils étaient déjà envoyé financer ou aider les troupes alliées à cette époque-là, ils débarquent en 44 parce qu'ils ont peur, une fois que les Soviétiques, eux, commencent, et ce sont eux qui ont vraiment, on va dire, les premiers stoppé l'avancée, le Drang-Osten allemand et la fin de l'opération Barbarossa en 41 et qui commence à faire reculer les Soviétiques. Là, à ce moment-là, les Américains interviennent parce qu'ils ont peur que l'Europe devienne de l'influence soviétique. Ah ouais, c'est dingue. Donc, au niveau du pouvoir, on va dire... C'est vraiment le déclencheur pour vous pensez, c'est ça? C'est l'influence soviétique qui arrive. Certain. Beaucoup d'Américains, il y a un courant, ce qu'on appelle isolationniste là-bas. Ils ne veulent pas de ces guerres. Ils savent que ça va coûter beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire que ça va se retrouver sur leurs impôts. Ils savent que les jeunes Américains vont mourir. Avant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine est la 19e armée mondiale en nombre de soldats. Elle est derrière l'armée du Portugal, personne ne le savent. Et tout d'un coup, on va dire le président américain, enfin à l'époque Roosevelt, est élu sur une campagne
anti-guerre, comme l'était Wilson, comme l'aura été plus tard Barack Obama, et ils vont retourner la population. Ils disent on ne va pas envoyer des jeunes Américains se battre pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Ils disent les Européens se battent entre eux, sauf qu'à un moment, ils se disent oups, les Soviétiques sont en train de progresser, ils sont assez puissants, nous donc perdons on va notre influence. nous risquons de perdre notre influence, et l'Europe est le plus grand, enfin les pays de l'Europe. Chantier. C'est un chantier, et c'est aussi le plus grand marché d'importation et d'exportation des États-Unis. Donc s'ils perdent ce marché, tout le modèle capitaliste américain s'écroule. Et en relançant donc l'industrie militaire à cette époque-là, il relance l'économie, il redonne un peu une espèce de but à court terme aux Américains qui vont aller se déplacer pour se défendre la démocratie, défendre les valeurs, défendre les frères européens. Mais l'entrée en guerre est économique et politique, elle n'est pas du tout idéologique. Et c'est ce que dit d'ailleurs Elliott Cohen dans son livre de Big Sick. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est être sûr qu'on a un grand partenaire avec lequel on puisse faire du commerce à la fin. D'ailleurs, c'est ce qui est dingue, et vous le rappelez dans votre livre, c'est qu'en plus, tout est écrit. Les Américains disent ce qu'ils font. Et vous dites c'est presque, ça prouve aussi leur complexe d'une certaine façon de supériorité. Enfin, en tout cas, ils ne se cachent pas, quoi. Ah non, ils se cachent absolument pas. Il suffit de les lire et d'avoir un peu de mémoire, mais visiblement, nous n'en avons pas. C'est aussi un des... Exactement. On a des poissons rouges dans notre bocal, on donne une information et hop, et puis on continue de tourner dans le bocal. C'est exactement ce qu'ils font. Ils ne cachent, ils se donnent accès à beaucoup d'informations, beaucoup d'informations de sources que je cite des services de renseignement américains qui sont, mais pas des informations confidentielles. Il suffit d'aller chercher un petit peu sur des sites parce qu'ils ont quand même un petit peu de défense de démocratie chez eux. Donc on a le droit, quand on est citoyen américain, de demander accès à certaines informations. Et ils ne s'en cachent pas. Et sans aller jusque-là, il n'y a qu'à voir la campagne de Wilson en 14. Il se fait élire contre la guerre. Il se fait retourner par des banquiers et puis il fait rentrer les Américains dans la guerre. Ils ont constamment, ils mentent. Et ils vont rentrer en guerre. Le Vietnam, c'était pareil. Johnson dit jamais j'enverrai à des milliers de kilomètres d'ici des jeunes Américains se battent là où des jeunes Asiatiques pourraient le faire eux-mêmes sur place. Et pourtant, les Américains vont envoyer des dizaines de milliers de soldats Mais quel était au le déclencheur pour le Vietnam ? Comment ont-ils justifié ? Ils ont peur qu'en Asie, la Chine, la grande crainte des États-Unis, et ça, c'est pas nouveau, c'est qu'il y ait un rival sur le continent eurasiatique. Si vous prenez le territoire qui va de l'Atlantique au Pacifique, l'Eurasie, vous rajoutez l'Afrique, on représente plus de 75% des ressources naturelles connues au monde. On représente plus de 75% de la population mondiale. Et ce qu'avait dit des géopoliticiens, le père de la géopolitique, Mackinder, plus loin Speckman, c'est que, en gros, l'essentiel de ce qui se passe sur cette planète, elle est là. Et les États-Unis, c'est une île. C'est une île, ils sont loin de tout ça. Donc, s'ils veulent contrôler l'ensemble de ce qui se passe sur la Terre, il est obligé de divider et impera, c'est un peu le slogan des empires, de nous diviser entre nous, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rivalité, enfin de rival qui puisse naître et qui puisse un peu contrôler, piloter ou des rivaux. Mais ça, c'est la raison légitime. Mais eux, la raison invoquée, ils avaient invoqué des incidents sur le golfe du Tonkin. Comme à chaque fois, en fait, finalement, ils avaient inventé, encore une fois, un faux... Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Il y a la marine américaine qui est dans ces mers-là. Donc, elle est quand même très, très loin des côtes américaines. On ne voit pas quels sont les intérêts américains qu'elle défend exactement. Tout à fait là. Oui. Déjà, oui. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Et ils disent qu'ils sont donc là, c'est en 1964. Exactement. Ils sont dans la baie et ils disent qu'ils ont essuyé des feux de la part de l'armée nord-vietnamienne. Et donc, du coup, le grand branle-bas de combat à Washington, on se fait tirer dessus par les Vietnamiens. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même une enquête sur place et dans cette enquête, à laquelle nous avons accès aujourd'hui, on se rend compte que les militaires n'y croient pas. Ils disent c'est quand même bizarre, si nous avait tiré dessus, il y aurait tel signal, il y aurait telle information. Donc, à un niveau militaire, ils n'y croient pas. Mais le secrétaire d'État à la Défense, lui, manipule Johnson en disant mais si tout à fait, les Vietnamiens nous ont attaqués, on ne peut pas laisser cela se faire, il faut entrer en guerre. Et on voit qu'il y a entre l'information, et ça on le reverra dans l'histoire, entre l'information qui va émaner des sources militaires et l'information politique, il y a un filtre. C'est-à-dire que les informations arrivent, et certains, comme les journalistes de Tommy Shawara, il y a des présidents américains qui, de bonne foi, vont croire, non pas les conseillers militaires, mais leurs conseillers politiques, qui ont un autre agenda, qui sont beaucoup plus proches du complexe militaire. Attendez, oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'avant même d'arriver jusqu'au président, il y a une information qui arrive de cette région-là, des militaires, mais entre-temps, elle est retravaillée. Et donc, même le président...
n'a pas accès à cette source directe, enfin cette source d'information. Elle est retravaillée par ce qu'on appelle l'État profond. Exactement. Elle va être retravaillée là par son secrétaire d'État à la Défense. Elle est retravaillée. Il peut avoir accès à cette information, mais il a des personnes dans la hiérarchie administrative qui sont plus importantes, qui vont dire oui, mais alors attention, les militaires ils disent ça, mais voici la vérité. Nous savons que, et d'ailleurs, nous avons pris des informations des renseignements, des militaires, de nos agents sur le terrain. Ce sont eux qui tiennent les manettes en fait. Ce sont de eux ces qui déclenchements tiennent, de guerre. mais bien sûr, ce sont eux qui tiennent les manettes et qui vont pousser les États-Unis, qui vont encourager, là en l'occurrence au Vietnam, le président américain à rentrer en guerre contre les Vietnamiens du Nord, alors que c'est une fausse information. Ils n'ont pas été attaqués. Et aujourd'hui, c'est avéré. Hein. Les documents ont été, je le précise parce que les documents ont été déclassifiés. Oui, bien sûr, et c'est complètement avéré que tout ça, c'était faux. Exactement. Oui. Dans le The Fog of War, le ministre qui est un documentaire que je cite dans le bouquin, le ministre de l'époque dit qu'en effet, c'était de la manipulation. Que c'était pas vrai, que c'était une erreur. Et ça, c'est terrible. Mais ils vont le dire. Il est quasiment sur son lit de mort. Hein. Oui. Mais la population mondiale a cru à ça. Les Américains ont détruit le Vietnam. Ils ont et le Cambodge aussi. On n'en parle pas avant. Juste après avoir détruit la Corée, ils ont envoyé des millions de bombes, plus de bombes en Asie après la Deuxième Guerre mondiale que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça a été fondé sur un mensonge. Alors, continuons dans la série des mensonges. Là, on avance dans les années. 1990, cette fois-ci, c'est cette image qui a bouleversé les foules à l'époque, qui regardaient cette image à la télévision, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment la guerre des images aussi. Cette fausse infirmière du Koweït qui témoigne des massacres des bébés koweïtiens. Je propose qu'on regarde un extrait également tout de suite. My name is Nayira, and I just came out of Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Voilà. Alors là, on voit donc une infirmière, enfin présentée comme une infirmière, qui se met à pleurer et qui raconte comment des bébés ont été exterminés. Alors évidemment, c'est très très émouvant cette image. Et alors, le derrière de l'histoire, c'est quoi, Nicolas Mirkovic ? C'est que cette fille n'est pas du tout une infirmière qui revient du Koweït. C'est la fille même de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. C'est un montage complet, c'est une manipulation grossière. Oui. C'est pour ça que c'est parfois même un peu bizarre. Ils auraient pu éventuellement trouver quelqu'un qu'ils auraient envoyé au Koweït. Ils se sont même pas embarrassés. Ils se sont même pas foulés de ça. Ils ont dit qui ressemble à une Koweïtienne. Et si tiens, hop, tu es la fille de l'ambassadeur. Toi, tu vas dire que tu es infirmière et tu vas résister. Il suffit que c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas les réseaux, donc on connaissait pas la tête de la fille. Mais bon, il suffit que quelqu'un la reconnaisse. Exactement. À l'époque, ils se permettaient ça parce qu'ils étaient tout puissants. Ils pouvaient se le permettre. Ils s'en fichaient. Donc du coup, ils se disaient pas, il faut qu'on fasse un peu attention, peut-être quelqu'un va nous attendre. Ils s'en fichent. Et tout le monde a vu ces images. Et en plus, cette fille, elle joue très très bien. Donc on croit vraiment, elle pleure, elle pleure pour de vrai. Donc elle a été coachée, elle a été formée pour pouvoir pleurer. On lui a donné un discours à raconter, complètement inventé. Et donc ça, c'était pour justifier quoi, rappelez-nous ? Ça, c'est pour justifier que l'armée de Saddam Hussein est en train de massacrer des bébés au Koweït. Et donc les États-Unis, défenseurs de la démocratie, défenseurs des bébés dans les hôpitaux, devaient intervenir. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pour justifier auprès de la population américaine et pour aider les alliés à justifier une même intervention auprès de leur propre population, une guerre, parce que derrière, c'est la population américaine ou nous-mêmes qui finançons, qui avons payé pour cette guerre dans les années 90. Et donc, si du jour au lendemain on dit on va faire la guerre contre Saddam Hussein, on dit attendez, je comprends pas, n'oublions pas que Saddam Hussein était le grand allié de l'Occident. Et quand nous l'avons soutenu, financé, armé, quand il a envahi l'Iran, illégalement. Mais personne n'a bombardé l'Irak quand l'Irak a envahi illégalement l'Iran, parce qu'on était d'accord en disant c'est bien, il se bat contre les ayatollahs, donc il n'y avait pas de... Là, ce même Saddam Hussein, qui, après cette guerre contre l'Iran, se rend compte que le Koweït est en train de pomper du gaz ou des hydrocarbures dans ses réserves, veut se repayer sur la bête. Alors, c'est une histoire un peu compliquée. Le Koweït, c'était une ancienne partie de l'Irak. Peu importe. Ils utilisent la manipulation. À aucun moment est-ce que les Américains même se disent on va utiliser le droit international. Est-ce que le Koweït doit revenir au sein de l'Irak ? Est-ce que nous voulons aider notre allié irakien à se refinancer ? Est-ce qu'au contraire on dit non, l'Irak ne peut pas rentrer ? À aucun moment est-ce qu'il y a un recours au droit international qui existe, à l'ONU, tout de suite une manipulation, un mensonge, et la solution c'est attaquer
Saddam Hussein. Et ça, c'est la réalité. Mais c'était même pas pour résoudre leur conflit, leur conflit sur place. Les Américains qui faisaient ça, il y avait des intérêts géopolitiques. Saddam Hussein gênait à ce moment-là, parce que Saddam Hussein avait déjà devait rebâtir son économie après la guerre avec l'Iran, et réfléchissait déjà à son autonomie au niveau de la gestion des hydrocarbures, du pétrole. Plus tard, il proposera même, le grand crime de Saddam Hussein plus tard, c'est de s'être dit qu'il pouvait vendre son pétrole dans d'autres monnaies, en euros. Et ça, les Américains ont dit non, nous, un pétrodollar, notre économie dépend du pétrodollar, vous devez vendre en dollars, et le pétrole est tellement important pour l'économie mondiale qu'on ne peut pas se permettre qu'il y ait un pays avec des réserves aussi importantes que l'Irak de faire cavalier seul et d'avoir une politique qui ne serait pas pilotée ou affiliée aux Américains. Ça, c'est le crime de Saddam Hussein, ça n'a rien à voir. Crime de lèse-majesté, ils n'en ont rien à faire, les Américains, que Saddam Hussein contrôle le Koweït. Saddam Hussein aurait pu contrôler toute la région s'il était pro-américain. Ça, les Américains s'en fichent. Oui, c'est intéressant. Et on voit d'ailleurs dans cette linéarité de la guerre des hydrocarbures de ce qui s'est passé avec l'explosion du gazoduc Nord Stream. Donc ça, on va y revenir après. Mais les Américains avaient bien prévenu que si on touchait, si on commençait à mettre en place ces gazoducs qui permettaient d'être en lien direct avec la Russie, ils les feraient exploser. Donc pareil, là, ils avaient annoncé la couleur avant que ça n'arrive. Bon, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire qui c'est, mais bon. Bien sûr, personne ne sait qui c'est, mais tout le monde sait qui c'est. Voilà, c'est ça. On va continuer, mais avant d'arriver aux Ukrainiens, je sais que tout le monde trépide pour arriver à l'actualité, mais quand même, il y a quand même toute une série de mensonges à chaque fois, et il est bon de se replonger dedans. Donc, allons désormais dans cette guerre en Irak en 2003, cette fameuse fiole, vous savez, Colin Powell qui présente c'est une fiole devant, c'était l'ONU, c'est ça, oui, c'est tout l'ONU, pour annoncer qu'il y avait des armes de destruction massive qui étaient construites en Irak. Alors regardez ça. Aucune arme de destruction massive ne sera jamais retrouvée. Mais certains responsables de l'administration Bush persistent dans leur analyse. C'est un grand pays et c'est facile à cacher. Ils ont dit que quand les sanctions ont été levées, il envisageait de reprendre aussitôt son programme nucléaire, chimique et biologique. Il avait des préparatifs déjà en place. Et les sanctions s'effondraient en partie parce que la France faisait pression pour qu'elles s'effondrent aux Nations Unies. Le 5 février 2003, Colin Powell, fiole à la main, vient présenter au monde les preuves américaines contre Saddam Hussein. Il a fait ce qu'il pouvait. Voilà, on a vu la fameuse fiole. Et ce qui est dingue, c'est que, pareil, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est faux. Oui. Mais malgré tout, on continue de croire et de prendre comme argent comptant toutes les grandes annonces gouvernementales américaines. Oui. Parce qu'on a peur des États-Unis. Ils sont tellement puissants, on ne se rend pas compte des moyens que les États-Unis emploient, des moyens coercitifs sur nos gouvernements, sur nos médias, pour s'assurer que personne ne va dévier. C'est pour ça, c'est la seule. On n'a pas peur. Alors on se soumet ou on est acheté, mais c'est pas de la peur. Alors pour certaines personnes, il y a une part de peur, mais c'est vrai que globalement, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui disent bon, c'est pas grave, oui, alors on a tué quelques Arabes, enfin bon, c'est pas grave. C'est grave. Quand on dit on a tué quelques Arabes, on a tué des centaines de milliers de personnes en Irak. L'Irak était un des pays qui était pas du tout islamiste. Oui. Ils avaient un chrétien, Tariq Aziz, comme ministre des Affaires étrangères. Les chrétiens n'étaient pas attaqués comme ils sont aujourd'hui. Et c'est sur les décombres de l'Irak, comme sur les décombres de l'Afghanistan, comme sur la destruction de l'Yougoslavie, qu'est né l'islamisme radical. Et les États-Unis ont une responsabilité dans la radicalisation de l'islam, dans cette haine de l'Occident, dans cette vision primitive de l'islam. Ils ont leur part de responsabilité. Ils ont commis des crimes de guerre. Vous savez que lors de la première guerre du Golfe, on demande à Madeleine Albright, qui était à l'époque ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui deviendra plus tard secrétaire d'État de Bill Clinton, on lui dit mais il y a 500 000 enfants qui ont été tués, qui sont morts indirectement par les sanctions que nous avons appliquées contre l'Irak. Madeleine Albright, est-ce que ça valait la peine ? Et elle regarde la journaliste et dit oui, ça valait la peine. C'est-à-dire qu'elle reconnaît ce crime des 500 000, un demi-million d'enfants. On ne parle même pas des adultes, de la destruction. Elle dit oui, ça valait la peine. Quelle mère, quelle femme peut dire tuer 500 000 enfants, quel homme peut dire tuer 500 000 enfants, ça valait la peine. Est-ce que ça valait la peine? L'Irak est détruite, les chiites ont été remontés contre les sunnites, il y a le Daesh qui est né. Et elle dit ça valait la peine. Surtout, on sait que c'est faux. Elle ne peut pas le dire, elle n'a pas le droit de dire ça. Les raisons sont complètement. Enfin, il y a de la manipulation qui a mené à cette guerre.
Et aucun responsable politique américain, aucun militaire n'est traduit devant un tribunal international pour crime de guerre. Ça montre aussi que les institutions que nous avons mises en place il y a un 2 poids, 2 mesures. Les crimes des Américains, les crimes de l'OTAN ne sont jamais punis. C'est vrai. Je ne vous ai pas posé cette question. Mais c'est terrible, parce qu'à chaque fois, on voit mensonge et après coup, on sait. Une fois que c'est déclassifié, etc., on sait qu'il y a ces mensonges. Et rien. Et les Américains doivent être condamnés. Ceux qui ont mené cette campagne-là doivent être jugés et condamnés. Et les Américains doivent repayer. Doivent payer la reconstruction de l'Irak, la reconstruction de l'Afghanistan, de la Syrie, de la Yougoslavie, toutes ces guerres, ces crimes qui ont été commis pour des raisons fallacieuses, où il y a une responsabilité américaine, ils ont une part de responsabilité, non seulement dans la reconstruction pour la pacification de la région, mais parce qu'on ne peut pas tolérer ce genre de modèle. Alors, mettez-vous dans les souliers d'un autre pays qui dit, mais il y a un droit international. On pensait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde nous a dit, plus jamais ça, on ne veut plus de guerre. Mais vous avez des pays qui ne respectent aucune règle, qui mentent, qui tuent des centaines de milliers de personnes. Les guerres, juste pour vous donner un autre chiffre, des États-Unis et malheureusement de nous, de l'OTAN depuis le XXIe siècle, c'est-à-dire que ces 23 dernières années, à vrai dire, depuis les attaques du 11 septembre 2001, représentent quasiment 4,5 millions de personnes. 900 000 personnes tuées directement, dont un tiers de civils, et le reste, ce sont des morts indirectes, à cause des sanctions, parce qu'il y a des pénuries de médicaments, d'aide dans les hôpitaux. Quasiment 4,5 millions de personnes tuées dans les guerres menées par les États-Unis et leurs alliés et l'OTAN depuis 2001. Qui part de ce chiffre de 4,5 millions? C'est gigantesque. Mais comme vous dites, c'est ceux qui en parlent aujourd'hui, ce sont peut-être justement, c'est l'islamisme radical, etc. Mais on a une part de responsabilité dans cette radicalisation, au moins dans ce qu'ils dénoncent comme étant l'Occident décadent. Exactement. Décadent ou en tout cas meurtrier d'une certaine façon. Il y a vraiment des questions à se poser et c'est sûr qu'il faut faire le ménage nous-mêmes chez nous avant de commencer à accuser les autres. Et c'est beaucoup ce qui est dit à l'international aujourd'hui et qu'on a du mal à percevoir jusqu'à chez nous. Alors, on continue. Il y a quand même aussi un pays, avant d'arriver à l'Ukraine et ce qui se passe sur la scène israélo-palestinienne, il y a un pays qui vous est cher, évidemment, c'est la Serbie. Si vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé en 1999, et pareil, là encore, un mensonge. Un nouveau mensonge. En 1999, la Serbie a une province un peu compliquée, on va dire, qui s'appelle le Kosovo et la Métochie. C'est une province historique, c'est une province autour de cette région-là, qui n'était même pas une région à l'époque, qui est une plaine, que le royaume serbe s'est bâti. Il y a beaucoup de traces de cette présence serbe. Malheureusement, pour les Serbes, il y a eu quasiment jusqu'à 5 siècles d'occupation ottomane. Les Serbes ont récupéré leur territoire au début du XXe siècle, mais les Ottomans, quand les Albanais ont commencé à se convertir massivement à l'islam, les Ottomans s'en sont servis pour chasser les Serbes et mettre des Albanais à la place. Donc il y a un moment on va dire, un mouvement séditieux indépendantiste qui naît parmi les Albanais du Kosovo. C'est un problème, et c'est un problème réel. Vous avez 2 populations sur un territoire, mais c'est un problème qui doit être réglé dans le cadre des lois de la Yougoslavie. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, si on respecte la souveraineté des nations, c'est un principe de droit international. Les Yougoslaves devaient gérer ça entre eux. Et les Américains et les Atlantistes, nous, hélas, c'est là aussi, l'OTAN, on a pris fait et cause pour les Albanais du Kosovo. C'est-à-dire qu'on n'a même pas cherché à trouver une solution complexe. Une région serbe avec que des noms serbes, des rivières serbes, des églises serbes qui restent, mais la population est majoritairement albanaise. C'est pas évident, on peut pas trouver une solution noire ou blanche. Il faut composer, il faut négocier. Là, on a pris fait et cause pour les Albanais et non pas les Albanais démocrates, défenseurs des droits de l'homme, etc. Des Albanais radicaux de l'UCK qui sont des ultranationalistes, des personnes issues du monde du crime organisé. Et illégalement, de nouveau, l'OTAN bombarde la Serbie. Et alors là, pareil, encore une fois, mensonge, campagne de désinformation. Oui. Alors, c'était quoi exactement? C'était reposé sur quoi cette campagne de désinformation? Il y a 2 éléments. Il y avait un événement, il y a eu une attaque de l'armée régulière yougoslave contre des rebelles de l'UCK, terroristes. Même l'ancien attaché de Bill Clinton parlait de cette armée de l'UCK en 98 comme d'une armée terroriste. Il a retourné sa veste après, quand c'était dans l'intérêt des Américains. Il y a un combat, beaucoup d'Albanais de l'UCK meurent. Sauf que Holbrooke, qui est l'attaché des États-Unis dans cette région-là, et les médias disent que les Yougoslaves ont massacré des Albanais. C'est faux. Nous avons des journalistes français qui étaient du Monde, du Figaro, qui étaient sur place. On ne croit pas cette version officielle. Et sans même croire la version serbe, on peut se dire, s'il y a des personnes sur place qui disent Renaud Girard y était, pas Renaud Girard, Château du Monde y était, il disait, on ne croit pas trop la version officielle, on doit prendre du recul.
on n'a pas pris de recul, on n'a pas fait d'enquête, et tout de suite, dans le monde entier, on dit il y a eu un massacre, regardez ce que fait l'armée yougoslave. On va aussi parler de génocide des Albanais du Kosovo. Et là aussi, il y a eu des corps qui ont été manipulés. Oui, ils ont pris comme pour l'affaire de Timisoara. Exactement, ils ont enlevé les enseignes militaires de l'UCICA, ils ont enlevé les uniformes militaires, les seules photos vidéos qu'on voyait étaient des photos de civils. Et les médias disaient, regardez, c'était un massacre à Ratchak, ils parlaient de génocide. Vous avez quand même le secrétaire l'ambassadeur américain pour les crimes de guerre, David Schaeffer, qui disait qu'il y avait jusqu'à 150 000 Albanais qui avaient disparu. C'est gigantesque, c'est 10% de la population. Aucune trace, aucune preuve, mais on annonce ça. Jacques Chirac, Tony Blair, Massimo D'Alema, le président du Conseil italien, et là, boum, on bombarde. Génocide, et on bombarde. Donc là, le peuple, de nouveau, est conditionné, parce que quand matin, midi et soir, on vous dit regardez, les méchants, ils sont là, ce sont les Serbes. D'ailleurs, c'était ceux qui étaient déjà méchants en Bosnie-Herzégovine, c'était ceux qui étaient méchants en Croatie, et ils continuent, ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ont vraiment ça dans le sang, ils sont en train de commettre un génocide contre les Albanais, il faut intervenir. C'est toujours la même chose en fait. Toujours. Toujours le même système. Au moins, on comprend le fonctionnement. C'est accusation, inversion accusatoire, manipulation de l'information, charnier ou les grands méchants. En gros, il faut les faire passer pour des grands méchants. Voilà. Et après, on bombarde. Quoi. Exactement. Des images chocs, des termes chocs. Le génocide, c'est un mot qu'on ne doit pas prendre à la légère. Mais là, il ne respecte pas du tout le terme même de génocide. Il l'emploie à la volée, il le lance à la volée. Et quand vous êtes un simple citoyen d'un pays de l'OTAN, vous êtes plus intéressé à la fin de la journée, de votre journée de travail, vous voulez les résultats sportifs, vous voulez la météo, 2-3 informations, on vous dit serbe méchant, génocide. Après, quand on vous dit on va les bombarder, vous dites ok, d'accord. Bon, pas forcément d'accord, mais c'est pas non plus révoltant. Quoi. Exactement. Mais ils sont obligés de faire ça parce que derrière, on paye ça. Et donc, l'OTAN, les États-Unis, inventent un nouveau pays qui n'a jamais existé de l'histoire de l'humanité. Mais pardon, et juste sur les bombes, parce que, arrêtons-nous un petit peu sur les bombes, ça a fait des milliers de morts aussi, pareil, avec des civils, encore une fois, des enfants, des familles. Exactement. Il y a eu ça c'est pas méchant, ça. Des centres pédiatriques. Il y a des gentilles bombes et des méchantes. Voilà, c'est ça. Il y a les gentilles. Voilà, c'est que des gentilles bombes. Nous envoyons des gentilles bombes qui détruisent des ponts, qui détruisent des maternités, qui détruisent des écoles, qui détruisent des centres de chauffage. L'essentiel des cibles de l'OTAN était civil, même pas militaire. Mais pourquoi ? Parce qu'on veut détruire. Le but des États-Unis, le problème des États-Unis n'était pas du tout le Kosovo, n'était pas du tout les Albanais. C'était quoi la vraie raison cette fois-ci ? C'est faire tomber Slobodan Milosevic, faire tomber la Yougoslavie, parce que quand le communisme tombe en Europe, les États-Unis se ramasser quasiment par ramasser la plupart des pays et les faire entrer d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. C'est très très important, c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Ils rentrent dans l'OTAN et ensuite ils peuvent rentrer dans l'Union européenne. Et la Yougoslavie dit non. Elle dit ok, très bien, vous faites ce que vous voulez, mais nous on veut rester yougoslave. Donc nous on est non alignés, on est indépendants, on a une tradition d'amitié avec les pays de l'Est, on a une tradition d'amitié avec les pays de l'Ouest, on veut rester ce pont. Mais ça, c'est pas tolérable pour les États-Unis. Ils disent non, vous ne serez pas un pont. Donc comme ils ont ce pouvoir hégémonique à cette époque-là, qu'il a pu dire, est-ce que la Chine n'a pas les moyens dont elle dispose aujourd'hui, les États-Unis font d'une pierre deux coups. Ils montrent à la Yougoslavie, voilà ce qui se passe si vous me résistez, et donc il n'y aura pas de troisième position, de troisième voie en Europe, vous allez rentrer dans le modèle occidental, et par la même occasion, ils donnent une leçon au monde entier. À tous ceux qui auraient envie... Aux Ukrainiens, par exemple. Aux Ukrainiens, mais également en Afrique, mais en Amérique du Sud. Voilà ce qui se passe quand vous nous résistez. Et les États-Unis ont détruit la Yougoslavie. Moi, je suis né yougoslave. Le pays n'existe pas. Il a été détruit. Il a été attaqué illégalement en 1999. Aucun responsable politique, aucun soldat américain ou de l'OTAN qui ont commis des crimes de guerre avérés n'a été traduit. Oui. Et aujourd'hui, la Yougoslavie a été détruite. Et qu'est-ce qui se passe en Yougoslavie ? La Yougoslavie avait certainement des hauts débats. C'était pas le régime peut-être idéal, mais la Yougoslavie avait une industrie. Elle avait ces jeunes une partie des jeunes qui voulaient rester sur place. Aujourd'hui, l'ensemble des pays yougoslaves ont été découpés et les ex-yougoslaves servent d'outils de production pour des grandes multinationales atlantistes qui viennent s'installer. Donc du coup, on monte des voitures, on met des petits pois dans des conserves qu'on exporte, parfois qu'on réimporte, alors qu'avant, les Yougoslaves produisaient localement. C'est ce qu'on ne voulait pas non plus. Ça, c'est une des finalités. J'ai écrit dans mon livre la méthode des 5M des Américains, où en effet, on a le monstre, ensuite on a la manipulation, le mensonge médiatique, on a la mainmise militaire, mais la finalité de ces guerres aussi, c'est d'envoyer des multinationales américaines qui vont reconstruire. Donc quand vous avez détruit... C'est la fin du soft power. Voilà. Enfin, soft, pas si soft, mais qu'on appelle soft power. Exactement. Ouais. On arrive à ça, où des entreprises américaines Bechtel, Halliburton, vont arriver sur place pour reconstruire avec le nouvel État qui va être beaucoup plus
conciliant, parce qu'il a pas envie de... Il n'y a plus beaucoup de résistance, forcément, s'il Exactement. était complètement exterminé. Exactement. D'ailleurs, pour ceux qui aiment le tennis, Novak Djokovic raconte très bien comment lui, il a grandi justement en se cachant des bombes dans les souterrains, etc., et en montrant justement cette ville complètement détruite par notamment les Américains. Je voudrais juste qu'on fasse un parallèle. Le parallèle est assez évident avec l'Ukraine, mais juste une petite aparté, une parenthèse, c'est un sujet qui m'est cher, qui me touche beaucoup, puisqu'on parle des bombes américaines. Il y a quand même ces bombes, et vous en parlez dans votre livre rapidement, ces bombes américaines sur le sol français pendant la Seconde Guerre mondiale. Là encore, pourquoi ces bombes américaines? Alors, c'était quoi, Le Havre, Caen, Brest, sur des civils? Oui. Mais il n'y a pas d'Allemands à exterminer à ce niveau-là. En Normandie, la plupart des Allemands sont soit à l'extérieur des villes ou sont en train de partir. Ça ne justifie pas, d'un point de vue militaire, la destruction de la ville. En tout cas, c'était le cas à Caen, dans la plupart des villes de l'arc atlantique. 70 000 Français sont morts sous des bombes, soi-disant des alliés que les Américains et les Britanniques ont largués souvent sans réflexion, juste pour la pure... C'est difficile à comprendre. Je pense que l'idée, c'est de faire peur aux Allemands, ça c'est certain. C'est aussi cette volonté de soumettre la France, d'affaiblir la France. Je pense qu'il n'y a qu'à lire les mémoires de Général de Gaulle pour savoir à quel point c'était compliqué pour la résistance française de se faire une place à Londres. Oui. Les Américains voulaient gérer les Français comme ils comptaient gérer les Allemands, les Italiens comme des pays conquis. Le Général de Gaulle a dû se battre. Le livre d'Éric Banca explique également, l'ami américain, comment est-ce que le Général de Gaulle et les résistants français ont dû vraiment se battre pour éviter d'être absorbés par les États-Unis. Ils avaient quand même fait... Oui, ils voulaient nous faire de la France une colonie. C'était l'opération, comment elle s'appelait? L'AMGOT. Ils avaient fabriqué des American Government of Occupied Territories. Voilà, c'est ça. Ils avaient fait des billets de soumission. Ils nous considéraient comme un pays conquis. Et je pense qu'en détruisant l'infrastructure française, qui avait été pour partie épargnée, en détruisant ces villes aussi, eh bien, la France ne pouvait pas du jour au lendemain... une forme de résistance aussi. Exactement. Tuer la résistance, montrer qui était le plus fort, et puis nous empêcher de relancer notre propre économie, qui avait été sauvegardée par rapport à d'autres, plus protégée par rapport à d'autres pays, qu'à la fin, quand l'Europe allait, quand la guerre allait s'arrêter, que la France puisse, elle, redevenir plus rapidement que d'autres, parce que moins détruite, une puissance européenne. C'est sordide. C'est sordide. C'est terrible. Non, mais ce qui est dingue, c'est que et tout est dit. Je le répète parce que tout est. C'est pour ça que c'est fondamental ce livre que vous avez écrit, Nicolas Mirkovic, que je dois dire, j'avais pas fini de lire parce qu'il est très très dense et je lis par chapitre pendant chacune de mes vacances. Et là, vous me rajoutez une édition augmentée. Vous me rajoutez encore quelques années devant moi. Mais tout est ultra sourcé. C'est très neutre. En fait, ce sont que des accumulations d'informations mises dans le bon ordre et qui nous permettent de nous rappeler tout ça et tout simplement d'avoir un paysage, un tableau brossé en entier, ce qu'on ne fait absolument jamais et donc qui est très très clair quand on le voit en entier. On voit à quel point, je suis désolée de le dire comme ça, les Américains ont une politique sordide. Alors on glisse, puisqu'on parlait de la Serbie à l'Ukraine aujourd'hui. Deux petites choses, vous parliez du charnier tout à l'heure, enfin on en parlait, du charnier de Timisoara, du montage des charniers des faux morts, enfin des morts qui étaient accusés d'être des morts tués par les Serbes au Kosovo. Eh bien on a encore eu, alors est-ce qu'on peut se poser la question, par exemple le charnier de Boutcha en Ukraine, est-ce que on est finalement dans ces CM que vous décrivez, le mensonge, manipulation, et puis pareil on a eu ce vocabulaire aussi, le génocide, c'est revenu aussi, c'est un génocide, etc. Donc en tout cas si on suit cette logique, on se dit attention, soyons prudents, nous sommes dans la même comment dire, on reconnaît les mêmes signaux. Oui. Chaque fois qu'on entend une guerre, c'est toujours compliqué. Et croyez-moi, vraiment, pour l'avoir vu de près, n'importe quel homme est capable de faire quelque chose de terrible pendant une guerre. Vous rentrez chez vous, votre famille a été décimée. Il faut dire, moi-même, je ne peux pas dire ce que je ferai, dans quel état je serai. Et croyez-moi, quel que soit le camp, la religion, tout le monde est capable de faire ça. Donc, quand il y a un crime avéré, crime de guerre, il est possible que n'importe lequel des deux camps l'ait fait. Le problème est que dès que, par exemple, si on reprend Boutcha, tout de suite, on a déjà le coupable, le juge. Il n'y a même pas un expert qui est arrivé sur place pour dire que tout de suite, on a le coupable. Quand on connaît tout ce que les États-Unis, ce que nous avons fait ces dernières années, les montages, les manipulations, Colin Powell, les faux génocides du Kosovo, le Maine, on devrait être invité, et n'importe quel journaliste qui se respecte devrait faire comme vous le faites, de prendre du recul et de se dire, qu'est-ce qui se passe ?
Attention, on connaît les méthodes américaines, donc on va peut-être envoyer nos propres spécialistes, on va regarder. Pardon, mais revenons sur ce que vous disiez tout à l'heure, la Serbie voulait jouer un rôle d'équilibre, je vais y arriver, faire ce pont entre l'Est et l'Ouest, garder les intérêts de travailler avec les uns, mais aussi de travailler avec les autres. Ça rappelle une petite musique qu'on a pu entendre en Ukraine. Exactement, l'Ukraine depuis longtemps, c'était un secret pour personne que l'Ukraine était vraiment Brzezinski en parle, il disait sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasiatique. En Eurasie, il dit ça à la fin des années 90. C'est une région je vais revenir dans quelques instants, mais c'est une région qui est importante. Mais Boutcha, là, ce qui est dingue, c'est que tout de suite, on a les coupables, on n'a aucune information, il n'y a aucun journaliste, aucun spécialiste qui a été sur place, on n'a pas regardé. Les Russes disent que c'est pas eux, c'est normal, les Ukrainiens disent que c'est pas eux, mais on va envoyer peut-être des spécialistes neutres. On ne peut pas. On ne veut pas. Et l'ONU, qui est un machin, malheureusement, c'est la vérité. On voit dans les différentes guerres aujourd'hui, l'ONU est impuissante. Pire que ça, parce qu'on rappelle justement tous les mensonges, elle est plus qu'impuissante, elle participe, elle est complice. Elle est complaisante. Il ne faut pas oublier que le siège de l'ONU est aux États-Unis, que 20% du budget de l'ONU est payé par les États-Unis, et que l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali, lui-même dit que l'ONU ne sert que les intérêts géopolitiques, est là pour servir les intérêts géopolitiques américains, de la politique étrangère. Concernant l'Ukraine, les États-Unis ne veulent pas de rival, comme on l'a dit, en Eurasie. Et ils voient que la Russie est en train de se reconstruire. La Russie, au tout début, fin des années 90, se rapproche des États-Unis. Poutine est copain avec les Bush. Poutine parle même d'intégrer la Russie dans l'OTAN. Le New York Times écrit que Poutine est un homme proche du camp occidental. Sauf que les Russes se rendent compte que rentrer dans le monde occidental, ça veut dire une part de la souveraineté, ça veut dire que c'est des multinationales étrangères, européennes, c'est les oligarques étrangers qui vont venir faire main basse sur l'économie russe, vont leur dicter, voici les nouvelles normes, les nouvelles règles que vous devez mettre en place, voici les nouveaux outils informatiques que vous devez prendre, voici la nouvelle définition de ce qu'est un garçon, de ce qu'est une fille, de ce qu'est un mariage. Et là où nous sommes soumis, où nous avons, parce que nous croyons que c'est meilleur, ou parce que du coup on n'a pas la force de dire non, les Américains sont tombés sur un roc. Poutine a dit stop, là, attendez, j'ai déjà mes propres oligarques, je vais m'occuper de mon économie, je veux démanteler cette vision oligarchique, et surtout vous n'allez pas toucher à mes traditions. Et il fait rentrer notamment la croyance en le Dieu dans la Constitution, le respect du mariage traditionnel. Et ça, ce sont des phrases, des mots qui sont inaudibles. Et petit à petit, tout au long des années 90, donc les Américains et les Atlantistes vont faire rentrer ces pays de l'Est dans le giron atlantiste. Et voilà. Et quand ça ne rentre pas automatiquement, ils organisent des révolutions sur la frontière russe, en Géorgie, en Kyrgyzstan, en Yougoslavie, c'est revenu. Petite pause quand même sur ces révolutions colorées, financées. Alors, vous pouvez nous raconter un petit peu, à chaque fois, on voit finalement la main de la CIA aussi. Financées par, alors ils ne vont pas financer directement, ils donnent de l'argent à des ONG, des associations comme USAID, comme le National Endowment for Democracy, dont le patron, Alan Weinstein, dit « Nous faisons aujourd'hui ouvertement ce que la CIA faisait il y a plus de 20 ans, clandestinement. » Et là, pareil, ils ne s'en cachent pas. Ils injectent de l'argent auprès d'associations dans ces différents pays, associations qui sont alignées sur le wokisme américain, sur l'atlantisme, sur l'Union européenne, sur la perte de la souveraineté, sur toutes ces idéologies qui favorisent l'empire américain. Ils injectent cet argent et ils s'ingèrent dans les politiques. C'est complètement interdit. Oui, mais ça, c'est dingue. C'est interdit. Oui. Mais même, alors reprenons l'Ukraine, parce qu'on n'aura pas le temps de tous les citer. Mais l'Ukraine, on a des membres du gouvernement qui sont carrément choisis, envoyés par les Américains. Enfin, ça a le mérite d'être ultra clair. Ils sont là, ils sont américains, ils ont été mis dans le gouvernement. La sous-secrétaire d'État américaine de l'époque, Victoria Nuland, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le gouvernement de Biden, disait que... Qui est très proche de Biden, toujours dans la sphère Biden. Très proche de Biden, néoconservateur. C'est un pur... Les présidents américains tournent, mais les éléments de l'État profond, les éléments atlantistes, eux, ils continuent, quel que soit le gouvernement presque. Eux ou leurs clones, mais ils restent là. Elle dit elle-même que les États-Unis ont payé 5 milliards de dollars pour amener la démocratie. Amener la démocratie, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire mettre en place un gouvernement pour renverser quand même un gouvernement qui était là légalement. Exactement. C'est une démocratie, c'est ce qu'ils appellent la démocratie. Exactement. Donc ils renversent un gouvernement pour mettre 2014, en place et ils élisent. En effet, il y a ce fameux enregistrement de Victoria Nuland, encore elle, et Jeffrey Piat, qui est l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, et ils sont en train, début février 2014, de choisir qui ils vont mettre dans le prochain gouvernement. Alors que le président n'a même pas encore été chassé du pouvoir, ils sont déjà en train de décider qui va être en place. Et moins d'un mois plus tard, le président Yanukovych, démocratiquement élu, est chassé, et comme par hasard, on revoit
les différentes personnes qui avaient été nommées par Nuland prendre place dans le nouveau gouvernement, qui évidemment devient très pro-Bruxelles, pro-Union européenne, pro-américain. Alors comment a monté à ce moment-là, 2014, comment les Américains font quand même pour organiser, parce qu'après certains Ukrainiens investis aussi ont repris les armes entre guillemets, il y a aussi des armes physiques, mais intellectuellement, de la résistance, et puis pour retourner ce gouvernement. Donc comment font-ils quel jeu jouent-ils sur place, à part d'envoyer de l'argent? Alors, les États-Unis sont présents en Ukraine avant même 1991, c'est-à-dire avant la chute même de l'URSS. Alors, on a parlé des ONG, vous avez aussi des ONG non gouvernementales, enfin des organisations américaines et des ONG comme l'Open Society de George Soros, et ils se vantent tous d'être présents en Ukraine avant même la chute de l'URSS. Donc ils ont travaillé, ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont colonisé les élites, ils ont identifié dans les universités ukrainiennes qui étaient alignés sur l'idéologie américaine, qui étaient alignés. Mais il n'y a pas que l'intelligentsia, ils vont aussi nourrir et alimenter financièrement des formes d'ultranationalistes. Oui, alors, ils choisissent. Donc maintenant, aujourd'hui, on parle de milices nazies, néo-nazis. Clairement, ils ont ressuscité le bandérisme, qui est une idéologie, on peut le dire très clairement, nazie. Il n'y a pas de doute là-dessus, avec une une pensée qui est radicalement antisémite, qui considère le russe et d'autres slaves comme des êtres inférieurs, qui a collaboré avec le Troisième Reich. Ils sont allés ils les ont alimentés, ils ont poussé pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Et comment ils l'ont fait? Eh bien, ils les ont financés, ils ont poussé ces campagnes, ils ont entouré. Mais directement ou ils passaient par des associations? Directement. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Les associations qui entourent les candidats atlantistes, ça peut être des cabinets de conseil, des cabinets de conseil américains. Vous savez, il n'y a pas qu'en Ukraine. Oui, ça, on sait. McKinsey, ils sont bien présents. Exactement. Chez nous. Donc, on a des cabinets de conseil qui vont arriver, qui vont expliquer aux candidats, voilà, voici dans votre programme ce que vous devez dire, voici les étapes pour intégrer l'Union européenne, voici ce que vous allez faire pour surtout libéraliser l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vendre les atouts de l'État pour que d'autres sociétés les rachètent, qui ne sont jamais des États, des sociétés de l'État même, ce sont des sociétés qui viennent du monde atlantiste, donc ils sont entourés, ils ne s'en cachent pas. On voit que BlackRock d'ailleurs a déjà prévu le rachat de l'entièreté Exactement, BlackRock est déjà en train de travailler avec Zelensky aujourd'hui sur ce qu'ils pensent être l'Ukraine de demain. Mais la reconstruction de l'Ukraine de demain. Exactement, les Ukrainiens déjà sont en train pour parler pour l'achat de plusieurs centrales nucléaires de fabrication américaine. Donc nous, Européens, on finance cette guerre en Ukraine, et derrière les Ukrainiens, pour nous remercier, ils vont acheter des centrales nucléaires américaines. Enfin bon, on est toujours la farce. Mais les Américains ne s'en cachent pas. Ils entourent, ils forment, ils ont le soft power aussi. Et puis, vous avez l'image dans les médias. Mais là, ils n'ont pas peur de travailler avec des nazis, par exemple. Mais pas du tout. C'est au moment où ça les arrange. Non, parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont toujours fait. Ils ont travaillé avec les Moudjahidines en Afghanistan. Ils ont travaillé avec des islamistes en Bosnie, en Yougoslavie, je peux vous dire, je sais, j'ai vu. Ils ont travaillé avec des islamistes au Moyen-Orient, en Syrie. Vous savez, c'est djihadistes modérés. C'est ça. Il y avait les bons djihadistes et les mauvais. Voilà, après, il se trouve que les bons djihadistes sont venus nous attaquer sur notre propre terre, donc ça devient embêtant. Exactement. Donc du coup, c'est Frankenstein. Même Clinton l'a reconnu. Hillary, il a dit, on a créé ces islamistes qui reviennent nous attaquer aujourd'hui. Donc ils se servent des mouvements extrémistes. Pourquoi? Parce que ce sont les mouvements extrémistes qui vont dans la rue. Ou les mouvements, c'est des jeunes galvanisés, des jeunes qui y croient à fond, qui sont prêts à mourir pour la patrie, pour une cause, pour Allah, pour ce que vous voulez. Ils vont aller se battre. Et ceux qui vont aller dans la rue, parce que vous ne pouvez pas chasser le président démocratiquement élu avec des jeunes de centre droit. C'est pas des chrétiens démocrates qui vont descendre dans la rue et qui vont dire. Donc on nourrit les excités pour renverser le pouvoir. Et une fois que le pouvoir est renversé, les excités rarement prennent place. Alors, on a recyclé, on recycle l'ancien responsable de la sécurité du Maïdan qui est devenu chef de la Rada. Il faut quand même maintenir les excités après, donc il faut leur donner une petite place. Exactement, donc Andrei Paroubi devient, qui est issu du mouvement social national ukrainien, devient chef de la Rada. Quand il vient en France, on l'accueille avec tout le respect qu'on doit à un chef d'Assemblée nationale étrangère. Vous avez quelques personnes qui sont recyclées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les autres néo-nazis? Comme il y avait une guerre civile qui a été, parce que toute une partie de l'Ukraine a refusé ce coup d'État. Il y a eu un coup d'État en 2014, financé, organisé par les États-Unis, aidé par nous également. Il y a une partie de l'Ukraine qui a refusé ça, des Ukrainiens qui ont dit on ne veut pas que vous nous confisquiez le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les néo-nazis du Maïdan? Ils les ont laissés aller former des bataillons. Ils sont allés se battre. Ils ont servi de chair à canon. Les Américains s'en servent, comme ils se servent des islamistes, comme ils se sont servis des ultranationalistes albanais, comme ils se sont servis de ces néo-nazis en Ukraine. Mais pareil, chaque fois qu'ils jouent avec cette idéologie, ça se retourne parce qu'il y a quand même une partie de la population ukrainienne qui a été, dont le cerveau a été lavé par cette idéologie, le méchant russe avec le couteau entre les dents, l'Ukrainien qui est supérieur aux autres. Enfin, et cela est fondé sur des erreurs historiques parce que ça sert
comment dire, la stratégie américaine. Mais dès que les Américains n'auront plus besoin de ces nazis, ils passeront à autre chose. Et s'il faut utiliser une autre... Alors justement, on y arrive. Aujourd'hui, donc, on a compris qu'en tout cas, il y a un enjeu, il y a une mainmise américaine sur cette scène ukrainienne. On est remonté un peu, mais ça permet de comprendre aussi ce qui se passait aujourd'hui. On comprend que Boutcha, on aurait pu se poser des questions. On comprend que l'explosion du gazoduc Nord Stream n'arrive pas comme ça par hasard. Aujourd'hui, finalement, on en est où là dans cette mainmise américaine, sur cette scène on est dans une situation compliquée parce que les États-Unis, tellement sûrs de leur hubris, tellement sûrs de leur puissance, se sont dit qu'ils allaient gérer la Russie comme ils avaient géré la Yougoslavie, comme ils avaient géré l'Irak, comme ils avaient géré... le même format. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils n'ont pas fait de réelle politique. Ils ne sont pas allés sur le terrain. Il y avait de nouveau pas les bonnes informations. Pourtant, ils ont été mis en garde par des Américains comme, on peut prendre George Kennan, qui a défini la stratégie du containment, c'est-à-dire que contre les Soviétiques, c'est lui qui a mis en place la stratégie que Truman avait établie en Europe pour s'assurer que le communisme n'avancerait pas. Oui, une espèce de cordon de protection. Exactement, ce même Kennan, quand les Américains disent on va avancer vers l'Est avec l'OTAN, on va se rapprocher, il a dit que c'était une erreur tragique, qu'il fallait surtout pas faire ça, qu'il n'y avait pas de raison de se mettre les Russes à dos. Jack Matlock, le dernier ambassadeur américain à Moscou, dit que c'était une erreur stratégique. Il dit mais pourquoi est-ce qu'on avance l'OTAN vers les frontières russes ? Les Russes ne peuvent pas accepter ça, c'est que ça va forcément se terminer en guerre. Et ils connaissent la mentalité russe et ils ont analysé, beaucoup de ces personnes-là, les spécialistes, les chiffres, la réalité, la puissance du complexe militaro-industriel russe, qui n'est pas celui de l'Irak. Et donc vous voulez dire qu'ils s'embourbent alors qu'on pensait, et on nous a déclaré pendant un an et demi que l'Occident, l'Ukraine et l'Occident derrière est en train de gagner cette guerre contre la Russie. Finalement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, clairement pas. Alors, d'abord, comment ils vont faire pour s'en sortir de la guerre? Je ne sais pas si c'est vraiment leur affaire, mais comment dire, de l'image. Oui. Ils se sont, les Anglais disent, ils se sont peints dans un coin. Donc je sais, mais c'est clair que ça va être un peu compliqué pour eux de sortir de ce coin. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, ils pensaient que la politique de sanctions et la confiscation des avoirs de la Banque centrale russe allait faire s'écrouler la Russie. D'ailleurs, certains disent, comme le professeur Wade de la London School of Economics, que même ça aurait été un piège qu'ils auraient tendu aux Russes pour qu'ils interviennent dans la guerre, parce qu'une fois qu'ils étaient vraiment dans la guerre, on pouvait mettre le maximum de sanctions. Et puis, l'OTAN, première puissance mondiale militaire, enfin le budget militaire de l'OTAN, c'est 10 fois celui de la Russie, que militairement, économiquement, on allait mettre la Russie à genoux et que derrière, on allait mettre un gouvernement compatible à l'idéologie atlantiste en place à Moscou. Ils sont tombés sur un os parce que Poutine, il fait partie de ces politiques qui sont fabriquées d'un autre bois. Lui, il ne vient pas au pouvoir pendant 4 ans, il a l'histoire, il connaît l'histoire de l'Europe. Lui non plus, il n'avait pas intérêt à perdre, il n'avait rien à perdre. Enfin, il voulait... Lui, il ne voulait pas. Enfin, il avait tout l'intérêt de se rapprocher de la Russie. C'est toute l'histoire de la Russie, peut-être, en tout cas depuis le début du XXIe siècle, de se rapprocher de l'Europe, parce qu'on a une civilisation en commun, parce qu'on a une histoire en commun, parce qu'on est voisins, tout simplement. Les Américains ne voulaient pas de ça, parce que si l'Europe de l'Ouest travaillait mieux avec la Russie, qui est une grande puissance et qui a beaucoup de ressources, eh bien, on n'avait plus besoin des États-Unis. Et les États-Unis se retrouvaient esselés. Et il vaut mieux, quand vous êtes américain, faire du business avec l'Europe qu'avec l'Amérique centrale. D'où l'explosion du gazoduc, d'ailleurs. Exactement. Malgré tout, on a quand même, malgré cette guerre, ce gazoduc allait continuer de perdurer. Et là, et c'est un gazoduc 100% européen, avec des capitaux privés européens, français. Français, on a investi dans ce gazoduc. Seymour Hersh, qui est un des plus grands journalistes d'investigation, lui pointe Biden directement du doigt. Biden a lui-même dit que si jamais la Russie entrait en Ukraine, le gazoduc disparaîtrait. On a l'extrait vidéo, et pour autant, il est détruit. Mais les Américains se sont trompés et nous ont entraînés dans cette erreur tragique et stratégique de guerre contre la Russie. Parce que la Russie a montré qu'elle avait de la résilience, que les sanctions n'étaient pas en train de lui faire tant de mal que ça. L'Institut Wilson des États-Unis démontre que ce sont des pays qui représentent 16% de la population mondiale qui appliquent des sanctions. Les Russes disent il y a 84% du monde qui veut faire du business avec moi, ils continuent. Et non seulement ils continuent avec les 84%, mais on se rend compte que nous-mêmes, on continue d'acheter du gaz naturel liquéfié, qu'on a acheté des super aimants pour nos centrales, pour notre industrie. On continue de faire du commerce avec la Russie. Donc on pensait qu'on se tirait une balle dans le pied. Viktor Orban. Sauf qu'on l'achète plus cher en passant par des pays transit. En plus.
Donc, tout le monde gagne dans cette histoire, sauf nous. Les Américains nous revendent leur gaz 4 fois plus cher que pour leur propre économie. Qu'on n'aurait jamais acheté autrement. Exactement. Ils subventionnent, par l'Inflation Reduction Act, ils subventionnent toute l'énergie verte aux États-Unis avec des milliards de dollars. Des entreprises européennes qui voulaient investir en Europe vont investir aux États-Unis pour bénéficier de ces subventions. Et d'un point de vue militaire, la fameuse contre-offensive de Zelensky est un échec. Et dans l'impasse, comme le dit Zaloujny, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, ça ne marche pas. Et les Ukrainiens, en ce moment, sont en train de se battre entre eux parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Le drame des Ukrainiens, de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, est que Zelensky, vous pensez qu'il s'en rend compte, Zelensky? Oui, il le sait de toute façon depuis le début, mais il essaye de jouer un jeu d'équilibre qu'il a d'intérêt. Non, il a été élu pour ça, mais Mykola Azarov, qui est un ancien Premier ministre ukrainien, dit que dès le départ, Zelensky est une marionnette des États-Unis. Et parce que tout départ, quand même, Zelensky avait accepté de négocier avec les Russes. Donc il a été une marionnette, mais il a quand même voulu à un moment donné peut-être stopper je pense qu'au son fort intérieur, il n'était pas pour la guerre, c'est un comédien. Et on lui dit, il a été élu, il a été massivement élu par des Ukrainiens qui en avaient ras-le-bol des oligarques, qui voulaient du sang neuf, et il devait négocier. Mais une fois qu'il était au pouvoir, c'était les Américains qui étaient là. C'est eux qui avaient orchestré le Maïdan. Peu de jours après le Maïdan, après le coup d'État, la CIA était sur place, il était tenu. On lui dit, tu as joué la casquette du gentil pacifiste pour être élu, mais non, on va t'expliquer le scénario, on va rentrer en guerre. Et tu vas envoyer tes soldats, et les soldats qui sont en train de se battre en Donbass. Alors, on arrive à la fin de cette émission, malheureusement. C'est pour ça que je disais 1 heure, c'était même pas assez avec vous. Mais bon, je voudrais vous poser encore 2 questions. Et on va ouvrir sur ce qui va se passer justement à Biden et les élections américaines. D'abord, est-ce que cet échec plus ou moins ukrainien pour l'Occident, pour les Américains, peut expliquer aussi le fait qu'aujourd'hui, tous les phares soient braqués sur ce qui se passe sur la guerre israélo-palestinienne et qu'on oublie soudainement ce qui se passe en Ukraine? Première question donc sur ce nouveau front-là. Et deuxième en même temps, puisqu'on va devoir tout faire d'un coup là, ouvrir sur ce qui va se passer pour les Américains et la situation de Joe Biden et des élections qui vont arriver. D'accord. En ce moment, au moment où nous parlons, la stratégie américaine, atlantiste, et la française, otanienne, tout ce que vous voulez, est un échec. La Russie ne plie pas, non seulement elle ne plie pas, mais elle est en train de se renforcer. Sur la scène internationale, intérieurement, un taux de chômage de 3,5%. Je veux dire que le Bruno Le Maire, qui avait promis de faire s'effondrer l'économie russe, il a réussi à faire s'effondrer la nôtre, mais la Russe, elle a prouvé qu'elle était capable de résister. Donc les Russes, s'ils gagnent, là, c'est vrai que ça va être très très dur pour nous, parce qu'ils vont montrer que par leur puissance et leur stratégie militaire, géopolitique, économique, ils vont devenir une très grande puissance européenne et mondiale. Et les États-Unis ne veulent pas avouer. Ils le disent à mi-mot, il faut lire la presse américaine, le Washington Post, le Times et tout. Même le New York Times. Le New York Times, ils disent, là, on est en train de perdre, il va falloir penser à quelque chose. Donc, eux, aujourd'hui, je pense qu'ils veulent négocier. Il y a de plus en plus de rumeurs que les Américains veulent négocier. Mais pourquoi est-ce que les Russes négocieraient maintenant? Ils ont négocié en 2022, ils ont la main forte. Et donc, il y a de fortes chances, je ne sais pas, je ne suis pas dans les pensées de Poutine, mais qui vont pousser jusqu'à ce qu'ils aient atteint tous leurs objectifs stratégiques. Et après, ils accepteront de négocier. C'était pas d'ailleurs leurs premiers objectifs, mais du coup, ils se disent, tant qu'à faire, autant avoir toute la diagonale. Exactement. Eux, ce qu'ils étaient prêts, on le sait maintenant. C'est qu'ils voulaient négocier la paix. Même les Ukrainiens l'avouent qu'en mars 2022, qu'ils étaient tous autour de la table pour signer un traité de paix. Avant l'arrivée d'un ministre. Avant l'arrivée de Joe Biden, pas Joe Biden, de Boris Johnson, qui dit non, stop, à Zelensky, vous arrêtez de négocier. Mais ils étaient d'accord, la seule ce que voulait la Russie, c'était la neutralité de l'Ukraine. La Russie a été envoyée dans ce passé par les Lituaniens, les Polonais, les Français, 2 fois par les Allemands, par ces plaines d'Ukraine. Ils veulent la neutralité pour s'assurer leur sécurité. Ça a toujours été leur exactement, c'est leur politique étrangère. Alors, comme les Américains, les atlantistes perdent en ce moment même en Ukraine, que c'est un peu compliqué, eh bien évidemment tous les feux sont sur le Moyen-Orient, sachant qu'Israël en plus est un partenaire stratégique, c'est un sujet très sensible des États-Unis, que les États-Unis ont versé des milliards et des milliards de dollars à Israël, que c'est un pays qui est plus proche des États-Unis que l'Ukraine. Quand vous parlez d'Israël aux États-Unis, les gens ils savent un peu plus déjà où ça se trouve. L'Ukraine, ils savent même pas où c'est. Donc là, ça attire beaucoup plus d'attention. Mais c'est aussi un piège pour les Américains, parce que les Américains ont leurs responsabilités. Les traces de doigts américains sont partout sur le Moyen-Orient. Ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont négocié le pétrodollar avec les Saoudiens, qu'ils négocient avec les Israéliens, mais qu'ils ont fait la guerre en Irak, qu'ils ont fait la guerre en Libye, qu'ils ont fait la guerre en Syrie. Avec les Israéliens et Palestiniens, il y avait les accords du Camp David, il y avait les accords d'Oslo. Où est la paix? Où est la paix américaine?
Il n'y a pas de paix américaine. Ils étaient amis avec tout le monde. Alors Donald Trump peut-être avait justement tenté cet accord, les accords d'Abraham et de rationalisation. Exactement. Ouais. Alors en effet, Donald Trump, par lui, en effet, il a une politique un peu différente, qu'avait ces fameux accords d'Abraham, pour essayer de pacifier la solution, parce que du coup, jusqu'à lui, tout le monde mettait de l'huile sur le feu. Mais quels intérêts là pour les Américains d'embraser ou de profiter? Y a-t-il une situation à tirer de ce conflit israélo-palestinien pour eux? Alors, c'est difficile à comprendre. Je pense que vraiment sur... Parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des guerres par procuration, finalement, et qu'ils en tirent quelque chose. Mais là... Parce que leur méthode, c'est ça. Vous savez, c'est cette fameuse expression américaine que je trouve géniale, c'est quand votre seul instrument, c'est un marteau, vous avez tendance à gérer tous vos problèmes comme des clous. Oui. Et ils ne savent pas, la diplomatie de la paix, on la cherche. Où est-ce qu'elle est en Corée, au Vietnam, en ex-Yougoslavie? Où sont les diplomates américains qui sont capables de mettre en place la paix, de faire vivre ensemble les différentes populations, de mettre en place la prospérité? Ils le font pas, ils savent se servir que de leurs armes. Et pendant longtemps, ils disaient c'est diviser pour mieux régner, quoi. Donc on va taper sur les Irakiens, on va protéger les Israéliens, on va faire des accords avec les Palestiniens, mais on va fermer les yeux sur ce que font les Israéliens ou ce que font les Palestiniens. Bref, ils ne savent pas amener la paix. Et nous, on leur a confié la paix mondiale. On dit, c'est le gendarme du monde. Mais c'est un tyran. Et le bilan de Joe Biden, pour conclure, va être compliqué à défendre, même si on se dit que, comme on n'a pas franchement de mémoire... lui non plus, je vous rassure. Oui, c'est ça, exactement. On va rester sur ce mot-là. On reparlera évidemment des élections avec vous en temps voulu. Merci beaucoup, Nicolas Mirkovic. Je rappelle l'Amérique Empire aux éditions Temporis, avec cette édition augmentée désormais et enrichie et mise à jour. Merci encore et à très bientôt. Merci, à bientôt. Et merci à vous tous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de continuer toujours à nous relayer. N'hésitez pas à mettre encore vos pouces jusqu'à la fin de l'émission. On a besoin de vous pour monter en puissance et toujours être plus important et pouvoir apporter des informations différentes de ce que vous entendez ailleurs. N'hésitez pas aussi, je vous l'ai dit, à vous abonner à la Gazette du Tocsin et à continuer vos dons. On en a toujours besoin de ces dons pour continuer toujours plus fort et pouvoir continuer à avoir des invités différents. Merci en tout cas à vous tous. Merci pour votre confiance. Demain, 7h30. Avec Nicolas Vidal. À demain.